Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, des réactions indignées en Gambie après l'incursion d'un convoi de l'armée sénégalaise dans un village gambien le 20 mai. Un incident mineur pour le Sénégal, mais très mal vécu du côté gambien où ces incursions exacerbent le sentiment de nationalisme. C'est autour du thème Finances inclusive et Covid-19, atelier de préparation des acteurs à la résilience, que s'ouvre ce 26 mai un webinaire international. L'après-Covid se prépare. La rencontre est organisée par le think tank Team RM, plateforme réflexive internationale promue par Rekia Madougou, experte en projet de développement et conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé. Et puis le Nigeria a perdu jusqu'à 22 millions de barils de pétrole au cours du premier semestre seulement de 2019. Un problème pendant qui menace l'économie du pays, alerte la compagnie pétrolière nationale NNPC. Un problème auquel les autorités tentent de remédier. Mais tout d'abord, 9 civils ont été tués ce dimanche 24 mai en territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle tuerie attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées, selon les sources locales. Les ADF sont accusés d'avoir tué plus de 400 civils en 6 mois en représailles aux opérations militaires annoncées contre leur base le 30 octobre 2019. À l'origine, des rebelles musulmans ougandais, les ADF se sont installés au milieu des années 90 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont accusés d'avoir massacré plus de 1000 civils depuis 2014, visant souvent en zone rurale des paysans rentrant des champs ou dans leur village la nuit. Une nouvelle incursion sénégalaise crée la polémique en Gambie. Mercredi 20 mai, une troupe sénégalaise s'est retrouvée dans le village de Saré-Omar, non loin de la Casamance. Si du côté sénégalais, on parle d'un incident mineur, en Gambie, c'est l'atteinte à la souveraineté nationale qui est évoquée par les internautes qui ont relayé de manière virale la vidéo des faits. Le point avec Ashley Duprat et Ameneji. Regain de tension à la frontière sénégalo-gambienne. Mercredi 20 mai, des militaires sénégalais ont été aperçus par les populations entrant dans Saré-Omar, un village proche de la frontière avec la Casamance. La vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux provoque l'indignation de nombreux citoyens gambiens qui considèrent cette incursion sénégalaise comme illégale. Dans un premier temps, il faut savoir pourquoi l'armée sénégalaise s'est permis cette incursion. Que vous venez de le rappeler vous-même. Il y a eu un accord antérieur autorisant les forces armées des deux pays à pouvoir s'introduire chez l'un et chez l'autre. D'autre part, je pense que cette incursion, pour moi, est un incident certes regrettable, mais de surcroît, j'inviterai au respect de la délimitation des frontières, c'est très très important. Nul ne peut ignorer la redynamisation des relations entre le Sénégal et la Gambie depuis le départ de Yaya Jammeh en décembre 2016. Un manque de respect, une atteinte à la souveraineté de la Gambie, une provocation, les réactions des Gambiens se multiplient, même si pour l'heure, aucun officiel n'a commenté cette action de militaires sénégalais. Même son de cloche chez ces derniers, si ce n'est un officiel de l'armée qui a évoqué la déroute involontaire d'une de ses troupes. Bien que la frontière gambio-sénégalaise fasse l'objet de surveillance régulière en raison du trafic illégal de bois qui s'y opère, cette nouvelle incursion sénégalaise, la 3e en 6 mois, pourrait fragiliser les relations entre les deux nations. Pour moi, ça reste un incident aléatoire et ça ne doit en rien remettre en question ce bel élan de réchauffement des relations, la coopération dans la zone sénégambienne. Les relations sont bonnes, elles sont même très bonnes. Je crois qu'il ne faut pas s'hasarder à aller sur des spéculations. Là, je ne prends pas pour personne. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Le temps viendra aux politiques d'expliquer ces erreurs répétées des forces sénégalaises. Mal perçues par les Gambiens de la région frontalière, les incursions sénégalaises dans cette zone sont pourtant justifiables au regard de la loi. Pour endiguer le trafic illégal du bois en place dans cette zone, les deux pays ont signé en 2017 un droit de poursuite permettant aux deux armées d'entrer de part et d'autre de la frontière.
Les forces du gouvernement d'union nationale libyen ont annoncé dimanche 24 mai que la milice du maréchal Khalifa Haftar avait bombardé intensivement l'aéroport international de Mitiga avec des grenades propulsées par roquettes au premier jour de l'Aïd el-Fitir. La veille, le chef de mission de l'Union européenne en Libye, Alan Bougia, avait appelé tous les protagonistes du conflit à un cessez-le-feu et à respecter l'atmosphère de la fête religieuse musulmane, ainsi qu'à mettre fin au combat et à reprendre le dialogue et les négociations politiques. Dans un communiqué, le GNA a ainsi affirmé que les bombardements de l'aéroport de Mitiga confirmaient que les allégations de la milice du maréchal Haftar concernant un cessez-le-feu étaient fausses. Les forces de l'ordre zimbabwéennes également au cœur d'une polémique. 3 figures importantes du parti d'opposition MDC les accusent d'être à l'origine de leur enlèvement ainsi que de la torture qu'elles ont subie. Des accusations qui interviennent alors que 250 cas de violation des droits humains menés par les forces de l'ordre ont été recensés depuis le début du confinement en mars dernier. Ashley Duprat et Nelly Ebessa. Le confinement prend une tournure politique au Zimbabwe. Le régime est accusé par de multiples ONG de violation des droits de l'homme sous couvert de lutte contre le coronavirus. Des accusations qui font suite au récent enlèvement de plusieurs figures de l'opposition. Le Forum des ONG des droits humains est consterné et indigné par les violations continues qui ont lieu ouvertement au Zimbabwe et qui sont perpétrées par des membres de la police de la République du Zimbabwe, en particulier pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Le mercredi 20 mai, Johanna Mabombe, Netia Marova et Cecilia Chimbiri, toutes 3 membres du parti d'opposition MDC, Mouvement pour le changement démocratique, ont disparu alors qu'elles participaient à une manifestation à Harare, la capitale. 3 jours plus tard, elles seront finalement retrouvées en bordure de route portant des signes de torture. Torture dont les forces de l'ordre seraient les auteurs, des faits qui pour certains rappellent la répression menée sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe. Dans nombre de pays africains, justement, les opposants ont cru que la pandémie leur avait donné une occasion, un prétexte pour justement faire de la politique sur le dos de l'insécurité sanitaire. Il faut arriver justement à saisir que cela s'accompagne d'un durcissement de la riposte pour ce qui est des gouvernants, quand on connaît bien le modèle opératoire du gouvernement zimbabwéen depuis l'ancien président. 250 cas de violation des droits humains ont été documentés par l'association Zimright depuis le 20 mars dernier, date d'entrée en vigueur du confinement. Un confinement qui devrait encore durer quelques temps. La mesure a en effet été prolongée par le président Emmerson Mnangagwa pour une durée indéfinie. Comment préparer la résilience économique de l'Afrique post-Covid-19? La question fera l'objet ces 26, 27 et 28 mai d'une rencontre virtuelle. La rencontre qui a pour thème Finances inclusives et Covid-19, atelier de préparation des acteurs à la résilience, réunit une pléiade d'acteurs des secteurs économiques et politiques du continent. Les précisions d'Ashley Duprat et Ange Nomeignan. L'après-Covid se prépare sur tous les plans en Afrique et notamment économique. Alors que la pandémie court toujours, les initiatives de réflexion pour un continent plus résilient au niveau économique se multiplient. À l'instar du webinaire Finance inclusive et Covid-19, atelier de préparation des acteurs à la résilience initié par Rekia Madjougou, ancienne ministre des Finances du Bénin et experte internationale en finances inclusives et mécanismes de développement. Créer un cadre spécial de mécanismes de résilience. Il s'agirait d'envisager la généralisation bien organisée des banques alimentaires à laquelle il faut associer des directives sanitaires et d'hygiène, des mesures économiques incitatives de report d'impôts, de subventions salariales, surtout dans les entreprises de grande utilité. De même qu'un ajustement provisoire des échéances de garantie de crédit et des modalités de prêt en général.
La résilience, la solidité et durabilité des économies africaines seront les axes majeurs de réflexion de cette rencontre virtuelle organisée par le Think et Do Tank Team RM en partenariat avec le groupe panafricain Ecobank, la Fondation Lamotte et la Confédération des institutions financières pour l'Afrique de l'Ouest. Des réflexions et des engagements plus que nécessaires à l'heure où, à l'échelle continentale, l'économie réelle tourne en grande partie autour des secteurs de l'informel, de l'agriculture, sans oublier les petites et très petites entreprises, tous fortement affectés par la pandémie. Chaque pays devrait avoir son plan de contingence, son plan de résilience lié à ses spécificités. Deuxième palier, le continent africain doit avoir une réponse consolidée pour être en mesure de donner des réponses régionales et continentales afin de pouvoir résister en tant qu'entité. Ainsi, ces 26, 27 et 28 mai, afin d'apporter des solutions les plus complètes possibles, des personnalités issues du monde politique, économique et autres partenaires techniques et financiers seront réunis via l'application Zoom. Rencontre également ouverte au public. Le Nigeria en croisade contre les vols de pétrole. Le premier producteur de pétrole en Afrique perd entre 3 et 8 milliards de dollars de barils par jour, dont des opérations de vol. Pour y remédier, les autorités ont lancé une opération de ratissage, laquelle a permis la destruction de 3 refroidisseurs et 201 réservoirs de stockage métallique par l'armée. Les détails avec Victoria Seji. Opération de ratissage. Dans le delta du Niger, situé au fond du golfe de Guinée, l'armée du Nigeria a mené une opération en vue de combattre les fuites de pétrole et toute activité corollaire. C'était à Wari, au sud du bassin de production. D'après l'administration militaire nigériane, des sites de raffinage illégal de pétrole volés d'une capacité de 14 434 barils par jour ont été démantelés. Mais lorsque vous avez 10 000 km de pare-blanc qui s'enchevêtrent partout à travers la République, à fleur de sol, parfois même au-dessus du sol, c'est extrêmement difficile de contrôler tout cela. Donc les raffinages illégaux là-bas au Nigeria, j'appellerais ça de la raffinerie artisanale. Les tout premiers qui travaillaient dans les raffineries ont pris la retraite, donc ils connaissent un peu la formule de raffinage. Et dans la foulée maintenant, certains sont allés se mettre au service, mettre leur expertise au service des gens au quartier. Ce sont au minimum 100 000 barils de pétrole qui sont dérobés chaque jour dans le pays, révèle l'analyste de données maritimes Kepler. Ce qui représente une perte annuelle comprise entre 3 et 8 milliards de dollars. Le liquide est siphonné depuis les pipelines et les navires de transport sont très souvent détournés. Le Nigeria peut par exemple choisir l'option du Cameroun que le Cameroun a privilégiée, c'est-à-dire des pipelines enterrés, des oléoducs enterrés. Parce que quand c'est enterré, vous mettez également rapidement des petits postes de surveillance par satellite. Donc le monsieur qui vient seulement à gratter l'endroit, il est rapidement identifié et on peut intervenir. Bon, ça coûte de l'argent, mais c'est le prix à payer également. Lors de cette opération commanditée par le gouvernement, 3 refroidisseurs et 201 réservoirs de stockage métallique ont été détruits. Premier producteur africain de brut, le Nigeria doit faire face à des attaques fréquentes sur ses oléoducs et lutter contre la contrebande de pétrole. Ces attaques font du golfe de Guinée la région la plus dangereuse pour l'industrie pétrolière en Afrique, selon des experts. Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda bénéficieront bientôt d'un montant global de 160 millions de dollars du guichet de l'Association internationale de développement, somme qui rentre dans un package de 500 millions de dollars débloqué par la Banque mondiale pour venir en aide aux États affectés par l'invasion de criquets pèlerins. Le point avec Nelly Bessa. Alors que les pays d'Afrique de l'Est cherchent des fonds pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur ces populations, les gouvernements font également face à d'autres menaces comme les maladies chroniques et les catastrophes naturelles. La région en situation très délicate suite à l'invasion acridienne qui risque de faire tomber l'Afrique de l'Est dans une situation humanitaire catastrophique a reçu une enveloppe de 500 millions de dollars pour lutter contre la menace des criquets pèlerins. Les essaim de criquets présentent une double crise pour les pays qui luttent également contre la pandémie de Covid-19. Cette urgence de l'approvisionnement alimentaire, combinée à la pandémie et à la fermeture économique des économies avancées, expose certaines des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde à un risque encore plus grand.
Les 4 pays les plus durement touchés, notamment Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, recevront immédiatement 160 millions de dollars de cet appui via le guichet de l'Association internationale de développement IDA. Dans les détails, l'Éthiopie devrait recevoir 63 millions de dollars destinés à réaliser des achats de semences, d'engrais et de fourrage. Pour sa part, l'Ouganda profitera de 48 millions de dollars pour financer des activités de résilience comme la conservation des sols et de l'eau. De son côté, le Kenya recevra 43 millions de dollars pour aider les ménages pastoraux et les producteurs agricoles, tandis que Djibouti utilisera en partie ces 6 millions de dollars pour effectuer des transferts d'argent liquide aux ménages. Cette crise sanitaire mondiale où l'économie des États de la Corne de l'Afrique sont à genoux, la dotation de la Banque mondiale pourrait être une bouffée d'oxygène s'il est correctement utilisé par le gouvernement. Et cela pourrait être également important, surtout aux plus nécessiteux, mais aussi aux ménages à faible revenu qui sont les plus durement touchés par la crise. Soulignons que ce soutien de la Banque mondiale apparaît comme un véritable soulagement pour les pays de cette région, surtout au moment où la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, redoute une seconde vague d'essaims pour juin prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.